Merci beaucoup. Donc, parce que je crois qu'avec vos deux interventions, on a pu voir quand même très bien qu'il y a beaucoup de possibilités pour la société civile d'interagir avec, notamment avec le système de l'ONU. Je ne sais pas si peut-être on peut vous entendre par rapport, si vous avez des questions par rapport à ce que vient d'être dit, ou d'expériences que vous avez eues, que vous voudriez peut-être partager avec nous. Alors bonsoir tout le monde, je m'appelle Natacha Fek, je viens du Sénégal. J'ai juste une question pour Paola. Je voudrais que vous reveniez un peu sur les droits à l'avortement, parce que c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Et je voulais savoir qu'est-ce qui est prévu, parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas encore adopté cette loi-là. Et je pense qu'en adoptant la loi sur l'avortement, le droit à l'avortement, ça pourrait aider à éviter pas mal de phénomènes que nous rencontrons dans nos sociétés, comme l'infanticide. Pour un peu contribuer à ce que dit la deuxième intervenante, désolé, j'ai oublié votre nom. Patricia. Pour dire que c'est vrai, quelquefois on peut penser qu'une femme instruite ne peut pas tomber dans un piège. Mais je dois juste dire que le bénéfice d'une femme instruite par rapport à quelqu'un d'autre qui ne l'est pas, c'est que quand elle subit des violences vis-à-vis, c'est-à-dire des violences provenant d'un patron ou autre, le bénéfice c'est qu'elle pourra trouver des recours, c'est-à-dire aller porter plainte, oser même porter plainte, puisqu'il y a pas mal de tabous dans nos sociétés, genre quand une femme est violée, c'est de sa faute, que c'est une honte et tout ça. Non, je pense qu'aujourd'hui nous devons tout faire pour donner plus de puissance aux femmes, c'est-à-dire ce que j'appelle puissance, c'est plus de connaissances, de leur expliquer leurs droits. Et je pense qu'avec ça, on pourra changer pas mal de choses. Parce que si dans nos pays, nous, les pays en voie de développement, s'il y a des femmes qui subissent des violences, qui n'osent pas aller vers la police ou autre, c'est parce qu'elles ne connaissent pas qu'il y a des droits, ou il y a des lois même qui les protègent. Voilà, merci beaucoup. Je crois que je vais laisser réagir très vite Patricia. Ouais. Sur la question de l'avortement, après il faut faire au cas par cas selon chaque pays, mais disons que ce qu'on a pu observer, bien sûr, c'est des questions qui sont liées aux droits sexuels et à la santé reproductive, et c'est des questions générales qui sont très sensibles parce qu'elles sont liées aux questions du contrôle du corps de la femme, que ça, la société patriarcale y tient énormément, et aux questions de tout ce qui touche, valeurs religieuses effectivement aussi, et tout ce qui touche à le corps de la femme est le garant de l'honneur de la famille et de la société. Donc c'est pour ça que c'est des questions qui sont très difficiles et qui sont combattues à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'au niveau local, je pense que toi tu pourras nous parler beaucoup plus de à quel point il faut batailler non seulement au niveau des lois, mais aussi au niveau des mentalités et au niveau de la société dans son ensemble. Et en général, c'est des débats qui sont difficiles à ouvrir, parce que justement ça touche à tellement de points qui sont sensibles. Mais c'est quelque chose qu'on a vu aussi à l'ONU, cette espèce de volonté de remettre les femmes dans la sphère privée et de les couper du rôle communautaire et du rôle productif qu'elles ont, c'est-à-dire de les laisser juste dans leur rôle reproductif. Et le problème qu'on est en train de voir par exemple à l'ONU, c'est qu'il y a certains États qui sont en train de pousser pour des résolutions qui sont contre la diffamation de la religion, déjà, et ça c'est une tendance qui nous fait très peur en tant qu'ONG des droits de l'homme, parce que ce collectif d'États aimerait avoir un organisme qui serait sous, je crois, l'office du Haut Commissariat aux droits de l'homme, pour voir dans quel pays, sous quelle forme les religions sont diffamées. Et ça, c'est très difficile parce que c'est des termes qui sont très difficiles, sur lesquels on ne peut pas vraiment se mettre d'accord sur qu'est-ce que ça recouvre. Et ça va revenir à toutes les notions d'honneur, de religion, etc. Donc ça, c'est la première tendance qui fait peur. Et la deuxième tendance, et ça a été discuté à cette juste dernière session en mars, et il y avait une résolution qui devait passer sur la protection de la famille. Et ça, c'est une tendance qui est en train de revenir beaucoup au Moyen-Orient,
et c'est dans d'autres pays du Sud, c'est de remettre toujours le débat de la femme, de le remettre dans la famille. Et une fois qu'on remet le débat, la question du genre dans la question de la famille, certains que les droits de la femme passent à la trappe et certains que la femme se retrouve dans une position opprimée, c'est sûr. Donc pour te donner un exemple, la nouvelle constitution en Égypte parle expressément du statut de la femme, mais en termes de la femme en tant que mère et la femme dans le contexte de la famille. Et ça, ce sont deux tendances à l'ONU pour lesquelles il faut nous battre. Alors, c'est pas l'avortement précisément, si tu veux, c'est pas une résolution sur les droits sexuels, mais là, quand on vient à la protection de la famille, ça tombe, droits sexuels, santé reproductive, et là, c'est pas du tout un langage qui est propice au développement de nouvelles lois qui légalisent l'avortement et qui le rendent sûr pour les femmes qui aimeraient se faire avorter. Et donc, effectivement, c'est là où on a fortement combattu cette résolution qui finalement n'est pas passée parce qu'à la dernière minute, les États ne se sont pas mis d'accord sur le langage. Mais ça a été vraiment à la dernière seconde. Mais vraiment, littéralement à la dernière seconde. C'est-à-dire que la résolution passait, elle devait être soumise à un vote. Ils ont demandé un délai. Et entre-temps, les ONG ont fait un lobbying monstre à différents États qui n'étaient pas vraiment sûrs de comment ils allaient voter. On a poussé en disant c'est une tendance rétrograde, c'est pas possible, etc. Et finalement, ils ont demandé des amendements et c'était trop tard pour que la résolution puisse passer comme ça, elle n'est pas passée. Donc pour le moment, on n'a pas une résolution du Conseil des droits de l'homme qui parle de la protection de la famille, mais c'est des tendances qui reviennent à chaque fois. La diffamation de la religion, ça revient à chaque fois. Il y a aussi une autre... la diffamation de la religion, c'est l'autre avatar d'une autre tendance des valeurs traditionnelles. Ça, c'était encore autre chose. Ils ont poussé pour avoir... Alors maintenant, il y a un comité de conseil qui rend son rapport sur les valeurs traditionnelles. Et ça a donné beaucoup de confiance à des pays comme la Russie, par exemple, qui sont extrêmement discriminants face au mouvement féministe et au mouvement LGBT. Et ça leur a donné énormément confiance en eux, malheureusement. Et donc, à chaque fois, ça repasse. Alors, les valeurs traditionnelles, ça a été combattu par beaucoup d'ONG. Ça a refait surface sous diffamation des religions. Donc, il y a des tendances réactionnaires au sein du Conseil. Et ça, il faut absolument que les activistes gardent un œil dessus et continuent à se battre contre. Donc voilà, c'est pas spécifiquement sur l'avortement, mais c'est les tendances qu'il faut regarder si on peut espérer que au moins dans les textes internationaux, le droit de l'avortement est plus élargi, le droit d'une femme à disposer de son corps comme elle l'entend soit garanti. Gardez vos questions en tête parce que je vais juste laisser réagir Patricia par rapport à ton commentaire. Oui, deux choses. D'une part, sur l'accès des femmes à la justice, même en ayant une bonne formation, la plupart des femmes ne se plaignent pas. Et ça, nous le savons, nous avons fait en Suisse une étude sur le respect de la loi sur l'égalité. C'était une très très grosse étude et on a très très bien vu que cette loi était fort peu appliquée, y compris dans les cas de harcèlement sexuel. Et on sait très bien que le chiffre noir de la violence, c'est gigantesque. Donc sur 100 viols, il y en a peut-être au maximum, dans le meilleur des cas, 10 qui sont dénoncés, un qui va être vraiment poursuivi. Donc ça, c'est pour des... Et encore, ça, c'est dans des cas où on n'a pas une situation de viol utilisé comme arme de guerre. Maintenant, pour l'avortement, c'est un des thèmes les plus controversés, et je te rejoins totalement, c'est le contrôle sur le corps des femmes. Et moi, j'étais à la conférence de Pékin en 1995. Un des chapitres les plus controversés, c'était le chapitre sur la santé, et cette partie-là, tout ce qui avait trait aux droits sexuels et reproductifs, y compris l'accès à l'information sur la contraception. On n'est pas encore en train de parler même d'accès à la contraception, mais d'accès à l'information sur la contraception. Et là, je dois relever que le Vatican a joué un rôle, et ça a été systématique au cours des années, avec quelques alliés de mauvaise aloi, faisant des alliances avec le Soudan, avec l'Iran, avec différents pays, pour bloquer les droits des femmes à pouvoir décider si oui ou non elles vont avoir des enfants. La position du CEDEF est une position nuancée. On doit faire assez attention aux législations qui sont en place. Dans beaucoup de pays,
l'avortement est interdit. Dans certains pays, il est interdit totalement. Je voudrais vous citer un exemple d'un cas que nous avons vu. Là encore, vive les ONG, parce que c'est grâce à une ONG nationale et une ONG internationale que ce cas est arrivé à nous. C'est un cas péruvien. L'histoire est absolument sordide. C'est une fille de 11 ans qui commence à être violée régulièrement par un voisin ou un ami de la famille. À l'âge de 13 ans, cette gamine se rend compte qu'elle est enceinte. Elle est désespérée, elle a parlé à personne. Elle va sur le toit de la maison d'à côté et elle se jette du toit pour se suicider. Malheureusement pour elle, elle se rate. Et je dis malheureusement parce que j'ai vu la vidéo, on la voit maintenant, c'est pas joyeux. Elle est emmenée à l'hôpital, elle a des traumatismes à la colonne vertébrale et ça exigerait une opération immédiate. On la stabilise d'abord pendant 2 jours. Pendant ces 2 jours, malheureusement pour elle, la fille raconte pourquoi elle a sauté du toit. Et à ce moment-là, les médecins disent il n'y a pas d'opération parce qu'elle est enceinte, on vérifie qu'elle est enceinte et l'opération aurait risqué de mettre en danger le fœtus. Donc qu'ont-on fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces médecins? Ils ont fait primer le droit à la vie, un droit à la vie du fœtus sur la vie très réelle de cette jeune enfant qui avait déjà été tellement victimisée par la situation. Et la mère a essayé d'obtenir un avortement pour sa fille. Au Pérou, l'avortement est légal lorsque la grossesse provient d'un viol. Donc c'était le cas ici. Donc la fille remplissait absolument les conditions d'un avortement légal. Seulement au Pérou, il n'y avait aucune législation qui concrétisait cette règle que l'avortement est légal dans ces cas-là. Il n'y avait pas d'indication qui disait aux hôpitaux « voilà ce que vous devez faire, voilà comment vous devez procéder ». Alors pour vous dire l'inhumanité de ces situations et leur violence, l'hôpital a mis 40 jours à répondre à la mère qui demandait cet avortement. Au bout de 40 jours, ils ont refusé. Donc la fille, elle est toujours couchée, immobile, dans un lit, et son ventre est en train de pousser. Et la mère a essayé d'obtenir une sorte de recours. Alors le recours, c'était auprès du directeur de l'hôpital qui a mis, lui, 22 jours à répondre. Donc ça fait 62 jours. Bon, au bout du compte, la fille a fait une fausse couche. Après ça, on l'a opérée, on l'a envoyée en rééducation. Cette fille est tétraplégique, elle est dans un fauteuil roulant. Ses 2 frères ont dû arrêter d'aller à l'école parce que la mère doit s'occuper de cette pauvre fille. Et c'est une famille très très pauvre. Et voilà. Donc nous, ce que nous avons exigé du Pérou, c'est qu'ils ouvrent encore plus leur législation, mais surtout qu'ils forment le personnel médical à ces situations et qu'ils fassent une législation d'application de leur propre réglementation qui autorise l'avortement dans ces cas-là. Et on a demandé aussi une indemnisation pour la famille qui est tellement blessée par toute cette situation. Ça fait maintenant 2 ans, non, ça fait un an et quart, qu'on a rendu notre décision. Ça fait 1 an et quart qu'il n'y a toujours pas un sou qui a été versé à cette famille. Donc là, les ONG qui avaient soutenu la famille pour venir jusqu'au comité sont en train de la soutenir dans les démarches avec le gouvernement. Voilà pour l'avortement. Voilà un cas concret. Sandra. Ok. J'ai dit c'est Sandra Oudari, je viens du Bénin. Donc moi je voulais savoir comment lutter contre les violences domestiques. Parce que dans mon pays, beaucoup de femmes sont victimes de cette violence-là. Mais elles n'osent pas le dire, surtout les femmes intellectuelles. Premièrement, si tu en parles à tes copines, elles peuvent se moquer de toi et puis tu n'as plus valeur devant elles, quoi. Toi, ton mari te bat donc. Bon, tu gardes ça ou bien même ton mari peut te violer. Et puis tu ne peux rien dire. Maintenant, si c'est des personnes qui ne sont pas... Et
aller à l'école, des femmes comme ça, quand elles en parlent à leur famille, soit on te dit encore de retourner chez le même mari qui continue de te battre parce que le papa ou bien la maman, ils ne veulent pas entendre ça. On se dit, bon, tu t'es marié, occupe-toi, tu ne dois pas revenir à la maison parce que tu es une charge encore à la maison. Il faut te débrouiller là-bas. Bon, on ne veut pas savoir. Ta maman aussi a vécu les mêmes choses, donc toi aussi reste là-bas. Donc, les femmes souffrent, mais elles ne peuvent même pas en parler. Moi, je demande comment est-ce qu'il faut agir. Parce que venir devant quelqu'un pour le dire, il n'y a même pas les personnes. Et puis, ils ne veulent pas venir devant la télévision pour en parler. C'est toi qui seras vu. Donc, ça ne donne pas une très bonne image, quoi. Donc, je veux savoir comment est-ce qu'on peut changer la donne, comment on peut amener les femmes à s'exprimer, à parler, à savoir qu'elles ont des droits. Merci. Écoute, de mon expérience, puisqu'on avait la même situation au Liban, où nous, c'était, si tu veux, c'est la même chose. Il n'y a pas de loi qui régit le cas de la violence contre les femmes. Et en plus de ça, il n'y a pas de code civil. Donc chaque situation en termes de ce qui se passe dans le foyer, donc divorce, mariage, héritage, etc., ça tombe chez les instances religieuses. Donc juge ecclésiastique ou cheikh, musulman, etc. Et en fait, c'est la même chose, que les femmes n'osent pas en parler parce qu'il n'y a pas de structure pour les recevoir, parce que la loi n'est pas de leur côté, parce que les agents de sécurité et la police ne peuvent rien faire et souvent de double l'oppression ou se moquant d'elles en les frappant ou en les rejetant, etc. Et aussi parce qu'il y a l'aspect économique, qu'il y a beaucoup de femmes qui se font abuser, qui se font frapper, qui se font violer au sein de leur foyer, mais qui n'osent pas partir ou qui ne peuvent pas partir parce qu'elles n'ont pas de ressources. Et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que la seule réponse que je peux te donner d'expérience, c'est la mobilisation. Les femmes ont commencé à se mobiliser, des collectifs féministes, des organisations, des avocates, des personnes qui étaient, des hommes et des femmes qui étaient en soutien, mais c'était un mouvement qui a été mené principalement par des femmes. Et on a commencé à se mobiliser, on a commencé à en parler. On a commencé à écrire dans des journaux qui ont bien voulu nous publier. Au début, c'était pas facile. On a commencé à écrire sur Internet. On a utilisé beaucoup les médias sociaux pour commencer ça. C'est-à-dire qu'on a appelé toutes les femmes qui étaient, toutes nos activistes qui savaient faire, par exemple, qui étaient graphistes ou quoi que ce soit, pour avoir des visuels, pour rendre compte des statistiques, par exemple, de ce qui est en train de se passer. Donc on a commencé comme ça, beaucoup par réseaux sociaux. Une fois qu'on a créé un buzz un peu par Internet, on a commencé à être publié dans des journaux, on a commencé à passer à la télé, etc. Et après, il y a eu un collectif de 41 organisations et activistes qui se sont mis ensemble pour déposer une loi au Parlement pour que le Parlement discute la loi sur la violence contre les femmes. Ça fait maintenant peut-être 3 ans. La loi est toujours à la commission parlementaire. Elle a été décriée, mais alors ils ont fait un truc pas possible. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé tout le système légal qu'on avait mis en place avec des procureurs qui étaient chargés spécialement de traiter les cas de violence faites aux femmes. Ça a été enlevé et ce qui a fait débat, c'était le viol conjugal. Et alors ça, c'est pas du tout passé. Parce qu'on avait spécifiquement dans la loi la mention du viol conjugal. Et là, toutes les instances religieuses sont tombées dessus en disant il n'y a pas de viol conjugal, ça n'existe pas. Et voilà. Donc ça n'existe pas, donc cette loi, ça sert à rien. Le viol conjugal n'existe pas, on n'a pas. Et puis parce que ça enlevait tout le pouvoir des instances religieuses. Du coup, la loi, on est toujours en train de pousser pour qu'elle passe. Et ça va. La dernière action qu'on a faite, il y a des activistes qui sont dans le réseau féministe dont je fais partie, qui ont commencé une grève de la faim. Parce qu'on a poussé, on a fait des flash mobs devant le Parlement, on a fait des manifestations, on a fait des sit-ins, on a fait des grèves de la faim et on continue la mobilisation. Donc maintenant la loi elle n'est toujours pas passée. Par contre, ce qui est bien, c'est que d'un mouvement
un peu, disons, qui n'étaient pas du tout mainstream, comme on dit, on n'en parlait pas du tout. Il y a plusieurs personnes qui ont commencé un peu à sortir. Il y a des femmes qui ont osé en parler. Donc, la première chose, ce serait la mobilisation pour forcer une action sur la loi, mais aussi une action sur les mentalités. Et quand on parle de la loi, il ne faut absolument pas oublier la dimension économique. Il faut absolument avoir une action sur les politiques économiques parce que les femmes sont toujours les premières à être touchées par la précarité économique. Toujours. Donc, c'est comme ça qu'on essaye de faire. Donc, la route, elle est encore très longue, mais disons, le bénéfice qu'on a eu de cette lutte qui continue, c'est d'avoir des femmes qui ont osé dire, ben voilà ce qui se passe chez moi. Et ça a été une victoire en soi parce qu'avant, c'était la honte. Les femmes n'osent pas, et même encore maintenant, mais disons un peu moins. Mais c'est vraiment la honte que je ne peux pas avouer que mon mari me bat. Et les voisins entendent, parce que c'est des sociétés où voilà, tous les voisins se connaissent, etc. Les voisins entendent. Mais d'ailleurs, dans notre immeuble, il y avait mon voisin d'en dessous qui battait sa femme de ménage, sa domestique. Mais sa travailleuse migrante, si on peut dire. Mais disons qu'en plus, ces femmes-là sont 2 fois plus opprimées parce que le système qui les fait venir d'Éthiopie ou d'autres pays est un système qui peut être complètement assimilé à l'esclavage moderne. Donc, elles ne tombent même pas sous le coup du droit du travail libanais, elles sont dans une espèce de vide légal. Donc, c'est des femmes qui sont doublement opprimées parce que leur ambassade, en général, ça dépend, mais l'ambassade ne les prend pas en charge. Elles ne sont pas du tout protégées par la loi libanaise. Et donc, il y a ces oppressions qui s'accumulent. Donc, il faut mener une lutte, il faut continuer à être mobilisé, et il faut que la lutte touche toutes les femmes, pas juste une certaine classe ou juste une certaine population. Oui, pardon, je vais ajouter quelque chose. Très vite. En fait, le problème chez moi, ce n'est pas seulement que la femme ne peut pas s'exprimer. Même quand elle s'exprime, par exemple, on peut voir l'homme te bat et sa famille aussi vient te battre. Maintenant, tu vas, j'ai connu ce cas, la femme est venue à la police signaler et puis la famille de la femme et de l'homme est venue lui demander pardon. Tout le monde est venu s'agenouiller pour elle, disant laisse tomber, ça ne va plus se reproduire. Et même sa famille aussi, parce que tu ne vas pas jeter l'opprobre sur ta famille, c'est ta famille qu'on sera en train de regarder. Mais en plus, si tu n'écoutes pas, quand ils t'ont demandé pardon, si tu ne t'exécutes pas, mais tu vas mourir dans une semaine ou alors bon, tu seras malade, tu ne sauras pas ce que tu as, mais tu finiras par décéder. Parce que tu as la bouche pour parler, c'est ça, non? D'accord, on va parler, on va voir. Tu vas mourir. Et puis l'homme va sortir. Qui va te défendre si tu es déjà mort? Donc personne n'ose aller mettre son mari devant. Il te bat, mais supporte. Comment tu vas faire? Oui, le problème est vraiment, c'est exactement comme vous l'avez décrit. Et une des très très grosses difficultés, je pense, c'est d'arriver. Bon, c'est la mobilisation, c'est la clé. Un exemple pour la Suisse, on a mis 25 ans à peu près à faire reconnaître la violence entre les partenaires. D'abord, tout le monde s'en foutait. Les autorités ne voulaient pas voir, c'était un problème privé. Et bon, moi je suis juriste de formation et je trouve que c'est très utile. Il faut utiliser le droit. Parce qu'il y avait une contradiction, il y avait quelque chose de ridicule dans notre code pénal. Quand les femmes activistes ont commencé à réclamer en disant qu'il fallait incriminer le viol conjugal, donc dire que des relations sexuelles imposées par un mari à son épouse, c'est une infraction et c'est un crime. Le gouvernement suisse a dit que non, c'est comme ça, hein, ça ne pouvait pas être parce qu'elle avait dit oui au moment du mariage, donc c'est un oui pour tout le temps. Et qu'il y avait un argument de preuve aussi, que ce serait impossible d'apporter la preuve et que les femmes allaient se mettre à dénoncer leur mari sans raison. Or, notre même code pénal, il avait une incrimination de sodomie qui valait aussi bien pour des relations extra-conjugales que dans le cadre du mariage. Donc si la police apprenait que des couples faisaient l'amour ensemble par l'arrière, il y avait la possibilité pour l'État de poursuivre d'office ce couple-là.
Ce qui était aberrant, parce que comment est-ce qu'on allait savoir que c'était comme ça qu'ils avaient trouvé leur plaisir? Mais par contre, quand c'était imposé, là, pas de problème de preuve, on y va, etc. Bon, alors, ça a été un des éléments qui était intéressant dans l'argumentation juridique pour faire éclater la stupidité du système, mais il a fallu quand même des années et des années pour arriver à obtenir cette incrimination dans le code pénal. Et puis après, il y a eu une modification de notre code civil pour prévoir la possibilité d'éloigner le partenaire violent du domicile. Donc au lieu que ce soit la femme qui aille se réfugier dans un foyer avec des enfants, s'il y a des enfants, c'est le mari qu'on fait sortir du domicile et à qui on interdit d'y retourner pendant une période donnée, à qui on interdit, le cas échéant, de téléphoner à sa femme, de lui envoyer des SMS, en fait, etc., etc., pour essayer de protéger la personne et pour que la situation se calme des deux côtés. Mais effectivement, pour un pays comme le vôtre, je pense que la grande difficulté, c'est aussi lié au système judiciaire. Parce que les tribunaux étatiques ne sont pas nécessairement performants et les juges sont souvent extrêmement pleins d'idées stéréotypées. Donc, ils vont donner raison au mari, même si une femme a le courage d'aller jusque devant un juge. Et puis autrement, c'est la justice traditionnelle, effectivement, c'est la justice villageoise, c'est éventuellement des tribunaux religieux, et là, c'est très très difficile. Cela dit, il y a des pays dans lesquels, et ça nous on le voit devant le comité, dans le comité, où il y a un gros effort qui est fait d'information et de prévention, et qui passe aussi par des réseaux comme les griots, comme les leaders traditionnels, où on essaye de passer par là, on essaie de passer par des écoles aussi, et là il y a souvent des collaborations entre des ONG et des écoles pour essayer de dire la violence c'est pas acceptable. Et par ce biais-là, par le biais des enfants ou des adolescents qui voient le père battre la mère par exemple et qui disaient mais attends, qu'est-ce qui se passe ici, le changement social arrive, mais ça demande beaucoup de mobilisation et de travail, en effet. Et puis il faut essayer d'utiliser tout, y compris les réflexions sur la santé. Parce que la violence, c'est très très mauvais, évidemment. On peut mourir, mais on peut être blessé, handicapé à vie, etc., etc. Donc ça, c'est des fois un chemin qui est plus facile à suivre, qui fait moins perdre la face, qui est plus acceptable dans certaines communautés. Ouais, donc ça c'est une bonne idée. On va prendre 3 questions. Ouais. Donc je crois que Mohamed, parce qu'il y a trop de filles qui parlent. Tu sors. Bonsoir, moi je m'appelle Mohamed Diallo, je viens de la Guinée-Conakry. En fait, ma question c'est par rapport au mécanisme de mise en œuvre. Je voudrais savoir si le Conseil des droits de l'homme se rend compte de la ruse qu'utilisent les États qui consiste à ratifier les conventions mais à ne pas reconnaître la compétence des comités. Et si le Conseil se rend compte de cette ruse, qu'est-ce que le Conseil fait pour pallier à cette situation? C'est ça ma question. Merci, je suis Liliane de la RDC. Ma question réside au fait que mon pays étant, je ne sais pas, post-conflit ou toujours en conflit, il y a des villages où il y a des insurgés. Et ces insurgés-là, ils brûlent des cabanes des gens, ils violent et partent même avec d'autres femmes. Alors ceux qui sont courageux peuvent rentrer, mais aussi il y a un moment où les insurgés en ont marre avec ces femmes, les chassent et rentrent au village. Alors non seulement elles sont rejetées par leur foyer, par la communauté et tout, mais je voulais savoir si c'est possible que le conseil fasse quelque chose. C'est-à-dire s'il faut faire des communications et tout. Est-ce que les conseils peuvent aussi traiter avec des insurgés ou des rebelles? Parce que là, vous avez dit que le conseil, il traite avec le gouvernement, il met pression sur le gouvernement. Mais avec le cas de rebelles ou des insurgés, comment est-ce qu'il faut s'y prendre?
Bonjour, Céline Dosson-Archange, je viens de Genève. Je fais partie du comité du collectif de la Slutwall qui se bat contre les violences sexuelles et contre la stigmatisation des victimes. Nous, la tendance qu'on a observée ces derniers temps, et je ne sais pas si c'est une tendance ou si c'est continu. Déjà, je voudrais remercier Mme Schultz pour son commentaire sur les survivantes. Je trouve que c'est très important qu'on le dise et qu'on le revendique parce que ça fait totalement partie de nos revendications. Donc, mon commentaire, c'est par rapport à l'approche qu'on a actuellement, qui est une approche individualiste, qui est une approche privée, parfois juridique et parfois même psychologique, voire eugéniste, des violences envers les femmes. À l'heure où je vous parle, le Bureau de l'égalité, le Bureau des violences domestiques de l'État de Genève est en train d'organiser un forum sur les violences domestiques qui traite la question des violences domestiques comme une question psychologique, voire pathologique, et qui essaie de voir si, je cite à peu près, il y a un gène de la violence envers les femmes et s'il y a un gène aussi des victimes. Donc, et ces textos, je vous renvoie au site de l'État de Genève, c'est absolument affligeant. Et donc voilà, cette approche qui individualise les violences envers les femmes, qui en fait un sujet individuel, voire pathologique, je trouve vraiment important justement que les conventions internationales en parlent d'un point de vue de violence genrée, d'un point de vue des théories de genre, d'un point de vue féministe. Et donc voilà, c'est ça ma question. Comment est-ce que les instances internationales traitent ça de cette manière-là ?